Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire sur les garanties bancaires internationales. Je suis Claire Quesada, conseiller en développement international à Grex, au pôle réglementation notamment. Donc nous allons traiter ce sujet des garanties bancaires internationales qui va être animé par Milena Hiller ainsi que Anna-Rita Mastro Giuseppe, du Crédit Agricole Rhône-Alpes, Sud Rhône-Alpes. Quelques petites précisions avant que nous ne démarrions. Vous avez la possibilité, comme pour tous les autres webinaires, de télécharger la présentation en version PDF d'ores et déjà. En ce qui concerne les questions, vous pourrez les poser à la fin de la présentation. Vous avez comme d'habitude un petit encart à droite de votre écran pour pouvoir poser vos questions. Nous vous demanderons également en fin de webinaire de remplir un questionnaire de satisfaction. Je vais laisser donc Milena ainsi que Anna-Rita se présenter avant que nous ne démarrions cette présentation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Milena Hiller, je suis chargée d'affaires internationales au Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et j'accompagne nos clients dans toutes leurs problématiques liées à l'international et notamment dans l'accompagnement de leur marché export. Bonjour, je suis Anna Mastro Giuseppe. Donc, je suis, comme Milena Hiller, chargée d'affaires internationales et j'accompagne également nos clients sur leurs problématiques internationales en général. Alors, nous allons maintenant démarrer la présentation des garanties bancaires. Pour une optimisation de la bande passante, je vais couper la caméra et vous aurez à l'écran la présentation. Alors, nous allons parler des garanties bancaires internationales. Dans le cadre des marchés à l'international, les entreprises peuvent être appelées à émettre des garanties bancaires. Ces engagements bancaires sont là pour garantir la réalisation des obligations de l'entreprise. Alors, les garanties sont émises par la banque de l'exportateur en faveur du client étranger dans le cadre d'appels d'offres ou de marchés de gré à gré. Les garanties sont un moyen, d'une part, de sécuriser les opérations avec l'étranger, d'autre part, de rassurer les acheteurs et du coup, de remporter plus facilement de nouveaux marchés export. Aujourd'hui, nous allons détailler dans cette présentation les différentes garanties de marché. Donc, comme vous le voyez à l'écran, nous allons parler de 4 garanties liées au marché export, qui sont les garanties de soumission, de restitution d'acompte, de bonne fin ou bonne exécution et de retenue de garantie. Sur cette première slide, nous avons détaillé dans le temps les différentes garanties que vous pouvez être appelés à émettre. Alors, tout d'abord, si vous répondez à un appel d'offres, il va vous être peut-être demandé une garantie de soumission. Celle-ci est demandée dans le dossier d'appel d'offres et vous allez devoir la fournir au même titre que les documents techniques pour répondre à l'appel d'offres. Cette garantie de soumission dure en fait de la date de l'appel d'offres jusqu'à la signature du contrat. Si votre entreprise est adjudicataire, elle va ensuite devoir émettre une garantie de bonne exécution. La garantie de bonne exécution est émise à partir de la signature du contrat et va durer jusqu'à la réception provisoire. En parallèle de la garantie de bonne exécution, peut-être que l'entreprise va vouloir demander un acompte et elle devra émettre la garantie de restitution d'acompte qui va se superposer à la garantie de bonne exécution, mais qui sera, elle, libérée avant, puisque jusqu'à la dernière livraison. À la fin donc, et à la suite de la réception provisoire, vous pouvez également être
amené à émettre une garantie de dispense de retenue de garantie s'il y a une retenue qui est prévue et que l'entreprise souhaite être payée dans l'intégralité, y compris la dernière retenue. Alors, nous allons détailler à présent ces différentes garanties en démarrant chronologiquement par la première, qui est la garantie de soumission, tender bond ou bid bond en anglais. L'entreprise va répondre à des appels d'offres internationaux donc dans le dossier d'appel d'offres, elle va certainement être amenée à présenter une garantie de soumission. La garantie de soumission, en fait, est là pour attester le sérieux de l'offre. L'acheteur cherche à se prémunir contre une offre faite par une entreprise qui n'aurait ni la surface ni la compétence nécessaire pour exécuter le marché. À ce moment-là, l'acheteur sait également qu'une banque a accompagné la demande du vendeur puisqu'elle a émis la garantie de soumission. Alors, à ce moment-là, la banque n'est pas forcément engagée à émettre les autres garanties de marché s'il y en a derrière, mais en général, dans son étude, elle en a tenu compte et elle accompagnera bien évidemment son client exportateur. Le montant de cette garantie de soumission est de 2 à 5%. Il s'agit du montant estimé de l'indemnisation si toutefois le candidat à l'appel d'offres ne répondait pas derrière à l'offre. Il faudrait que l'acheteur puisse se retourner pour retrouver une nouvelle entreprise partenaire. Alors, la garantie de soumission, donc, comme on l'a vu précédemment, est remise au moment du dépôt des candidatures dans le dossier d'appel d'offres. Son délai correspond à la validité de l'appel d'offres, plus un délai qui est variable. Il s'agit du délai d'adjudication du marché, en fait, pour que le bénéficiaire puisse prendre sa décision. Alors, la mise en jeu de la garantie d'une soumission, la garantie de soumission serait mise en jeu donc si si l'exportateur retire son offre pendant la durée de l'appel d'offres ou si l'exportateur est adjudicataire et qu'il retire son offre ou qu'il ne signe pas le contrat. Alors là, on a mis, alors j'espère que vous voyez bien, ça a l'air un peu petit sur l'écran, mais on a mis là le modèle de garantie de soumission avec les principaux éléments qui doivent apparaître dans la garantie de soumission. Donc là, il s'agit d'un modèle standard du Crédit Agricole et en général, enfin, tous les modèles des banques comportent ces éléments. Donc, dans une première partie, on identifie le bénéficiaire de la garantie, le type de garantie, donc là, en l'occurrence, la garantie de soumission, le garant, qui est en règle générale la banque, l'émetteur de la garantie qui est l'exportateur et le bénéficiaire qui est l'acheteur, l'importateur. Et on identifie également la relation sous-jacente en la référence à l'appel d'offres qui cause la garantie, le montant bien sûr et la devise de la garantie. Et ensuite, alors si la garantie est mise en jeu, les documents de mise en jeu de la garantie devront être authentifiés par une banque qui devra attester que les signatures qui figurent sur les documents sont conformes et engagent bien évidemment la société qui émet la mise en jeu de la garantie. Ensuite, on a des éléments concernant la forme que doit prendre la mise en jeu et la présentation de cette mise en jeu avec l'adresse de la banque à laquelle elle doit être adressée. Et ensuite, on a l'engagement de payer de la banque la demande sur demande du bénéficiaire. Donc, c'est bien une garantie sur demande, à première demande. La banque, le bénéficiaire de la garantie doit
attester que le soumissionnaire, alors soit, comme on le disait précédemment, a retiré son offre, soit s'il est adjudicataire, n'a pas signé le contrat, ou bien a retiré, il n'a pas signé le contrat, ou bien, pardon, excusez-moi, ne signe pas le contrat ou n'émet pas la garantie de bonne foi si elle est requise. Voilà pour la garantie de soumission. Alors ensuite, on passe à la garantie de restitution d'acompte. Pardon. Alors, la garantie de restitution d'acompte ou down payment en anglais. Lorsque l'entreprise a été retenue pour le marché, elle peut demander un acompte afin de faire face aux premières dépenses liées à l'exécution de ce marché. Alors, proposer une garantie de restitution d'acompte peut permettre justement la perception de cet acompte. En effet, l'acheteur ne souhaitera peut-être pas payer l'acompte sans sécuriser ce règlement. Voilà, alors le montant de la garantie de restitution d'acompte n'est pas limité. Comme on l'a indiqué sur la présentation, il pourrait aller jusqu'à 100%. Mais bon, on l'a déjà vu, mais en général, on est plus autour de 20 à 30% du montant. Pour ce qui est de la durée, en général, eh bien, la garantie est émise au moment de la commande, de la signature du contrat. La garantie entre en vigueur à la réception de l'acompte et jusqu'à la fin des livraisons, s'il y a plusieurs livraisons, à la dernière livraison. Pour la mise en jeu de la garantie, donc la banque pourrait être amenée à restituer l'acompte si l'exportateur ne peut pas réaliser sa prestation. Le modèle de garantie de restitution d'acompte. Donc, on retrouve les mêmes éléments, bien évidemment. En première partie, on identifie les parties prenantes. Le sous-jacent, donc là, on est plus sur la référence à l'appel d'offres, mais la référence au contrat qui, à ce moment-là, a été signé. Montant, devise de la garantie, dont on a toujours l'authentification de la demande de mise en jeu par une banque qui doit attester les signatures. Et pour une garantie de restitution d'acompte, on demande également la preuve que l'acompte a bien été versé, donc par une copie, éventuellement la copie du SWIFT qui prouve le paiement de l'acompte. Toujours, alors la date d'échéance, expiry, donc si possible, toujours indiquer, enfin essayer d'indiquer en tout cas une date d'échéance, mais on en parlera un petit peu plus bas. Et ensuite, on a évidemment l'engagement de payer de la banque sur demande du bénéficiaire qui devra également justifier que l'acompte a bien été payé. Alors, la dernière partie, on n'en a pas parlé sur la garantie précédente, mais c'est la même chose. Donc, on se réfère toujours à des règles. Donc, dans les modèles qu'on propose, on se réfère à des règles. Et là, on l'a laissé en suspens. Vous verrez plus tard pourquoi. Et également, donc, on indique les tribunaux compétents. Donc, si on reprend la chronologie, donc on a dit en parallèle de la garantie de restitution d'acompte, on a la garantie de bonne exécution. La garantie de bonne exécution ou performance garantie en anglais. Cette garantie permet de garantir à l'acheteur la bonne exécution du contrat, comme elle l'indique. La banque s'engage à verser à l'acheteur un certain montant à titre d'indemnisation si le vendeur ne remplissait pas ses obligations. Ce qu'on voit en général, c'est que cette garantie de bonne exécution est d'un montant de 10 à 20% du marché. La garantie de bonne exécution est émise au moment de la signature du contrat. Elle vient en général juste après la garantie de soumission et elle reste en validité jusqu'à la réception provisoire du marché. Alors là, on a pour la mise en jeu d'une garantie de bonne exécution, on peut avoir des causes de mise en jeu qui sont un peu plus nombreuses et variées.
puisque le bénéficiaire peut attester à tout moment que le vendeur n'a pas rempli ses obligations, par exemple parce que la livraison des marchandises ne correspond pas à l'attendu. Voilà pour la garantie de bonne exécution. Le modèle de garantie de bonne exécution, donc ils sont sensiblement les mêmes. Toujours les données sur les parties, le sous-jacent avec la référence au contrat, l'authentification par une banque d'une mise en jeu et la mise en jeu avec l'engagement de payer de la banque. Et le bénéficiaire de la garantie doit présenter une demande en disant que le vendeur n'a pas rempli ses obligations dans le cadre du contrat qui a été signé. Et donc, la dernière des 4 garanties de marché que nous allons aborder, il s'agit de la garantie de dispense de retenue de garantie. Alors, la garantie ou Retention Money Bond en anglais, cette garantie permet le règlement anticipé du dernier terme de paiement avant la fin de la période de garantie contractuelle. Plutôt que de se voir retenir un certain montant, l'émission de la garantie de dispense de retenue de garantie permet à l'entreprise d'être payée tout de suite. La banque s'engage à rembourser à l'acheteur le montant de la retenue au cas où les obligations relatives à la période de garantie technique du matériel ne seraient pas remplies. Le montant de la garantie de dispense de retenue de garantie en général est de 5 à 10%. Donc, chacun, on met des valeurs indicatives et de ce qui se pratique, mais bien évidemment, on pourrait avoir des montants inférieurs ou supérieurs. La garantie de dispense de retenue de garantie est émise au moment de la réception provisoire et elle dure jusqu'à la réception définitive, en général 1 an à compter de la réception provisoire, ce qui correspond plus ou moins à la garantie technique. Pour ce qui est de la mise en jeu de la garantie se ferait si le matériel livré ou si les travaux sont de mauvaise qualité. Le modèle de garantie, de retenue de garantie, alors les mêmes données bien évidemment chaque fois, et tout comme la garantie de restitution d'acompte, le bénéficiaire de la garantie doit justifier que la retenue, donc le dernier terme de paiement, a bien été payé au vendeur pour pouvoir leur demander. Et l'engagement de la banque, donc le bénéficiaire, dans sa demande, doit attester qu'il a bien payé ce dernier tiers. Voilà, je vais à présent laisser la parole à Claire. Merci beaucoup Milena pour cette présentation très claire et très complète. Un petit sondage pour nos participants. Quelles sont les règles qui régissent les garanties internationales, les garanties bancaires internationales? Donc il y a 4 possibilités, il faut que vous cochiez celle qui correspond, celle qui est exacte. Donc à vous souris. Alors, le résultat, donc nous avons parmi les participants, donc 40, alors ça bouge un petit peu, on va dire 42% qui ont répondu RUGD 758, 33% RUU 600, 14% RUGD 400. Alors, 58, oui. Et enfin, 14% pour les RU 522. Donc, Anna, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est les RUGD 758. Alors, les 758 sont la dernière version des règles uniformes qui régissent les garanties internationales. Les 458, ce n'est pas complètement faux, mais c'est l'ancienne version.
Donc, on peut éventuellement avoir encore des garanties. Alors, c'est souvent en réception qui pourraient être reçues sous ce format-là, mais très sincèrement, c'est plus vraiment le cas. Voilà, ça pourrait encore arriver, mais alors vraiment par exception. Et la bonne formule, c'est les 758. Les RUU 600, ce sont les règles qui régissent les crédits documentaires. Et les RU 522, ce sont les règles qui régissent les encaissements documentaires. Donc, les remises documentaires, en fait. Voilà. Alors, je vais moi vous parler un petit peu du côté juridique, donc des garanties bancaires à l'international. Donc, on vient de dire qu'elles sont régies par les règles, les RUGD 758 de la Chambre de commerce. Les garanties bancaires internationales sont des garanties autonomes, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes du contrat commercial et elles sont émises à première demande. Ça veut dire que la banque ne peut, elles sont toujours émises, enfin, on s'engage inconditionnellement et irrévocablement, c'est-à-dire qu'on peut se prémunir d'aucune raison, d'aucun motif pour rejeter en fait une demande de mise en jeu d'une garantie. Oh non, c'était pas celle-ci, c'est celle-ci. On a plusieurs possibilités en fait pour émettre les garanties. Soit on fait une garantie directe, c'est une garantie qui est émise par la banque émettrice en faveur directement du bénéficiaire. Soit une garantie indirecte, c'est dans le cas où on serait contraint par la législation d'un pays, par exemple, de demander à une banque locale d'émettre la garantie. Il y a certains pays où effectivement une émission locale est obligatoire. Donc, on va nous demander à une banque locale d'émettre la garantie en faveur du bénéficiaire sous la contre-garantie de la banque émettrice. Et c'est la banque locale qui va émettre la garantie et informer son client que cette garantie lui est acquise. Plusieurs types aussi d'émissions, c'est qu'on peut émettre soit une garantie papier, c'est un format lettre, soit on fait une garantie, ce qu'on appelle SWIFT, où elle est émise par une messagerie interbancaire sécurisée et codifiée, sous un format particulier, qui fait qu'on va émettre directement auprès d'une banque, de la banque du bénéficiaire. Soit cette banque du bénéficiaire va avoir pour mission simplement de faire finalement boîte aux lettres, quand on est dans le cadre d'une garantie directe, par exemple, la banque locale la banque du bénéficiaire va devoir simplement informer le bénéficiaire qu'elle a reçu pour son compte une garantie émise par le greffier agricole d'ordre d'un client un tel, avec les montants, etc. Donc, dans ce cas-là, elle ne fait que boîte aux lettres. Si on est dans le cadre d'une garantie indirecte, effectivement, on va forcément émettre par SWIFT et c'est la banque locale qui va émettre le document. Donc, soit elle fera un SWIFT à son client, soit elle fera un papier. Logiquement, c'est plutôt un papier. Deux autres possibilités, en fait, c'est soit ce que vous présentez finalement, Léna, tout à l'heure, ce sont des modèles standards. Donc, les modèles standards, en fait, ils peuvent avoir une formulation sensiblement différente en fonction des établissements bancaires, mais ils vont comporter tous les mêmes éléments. Soit dans certains pays ou dans certains marchés et certaines contreparties vont imposer un modèle de garantie sur lequel finalement on n'a pas tellement d'autres choix, si ce n'est de la négociation en amont. Il faut avoir à l'esprit que quand vous signez un contrat commercial avec un de vos clients, effectivement, la garantie et les modèles imposés sont importants. C'est important de les lire et de les comprendre pour savoir à quoi vous vous engagez. Et c'est important de pouvoir essayer de négocier les éléments de la garantie s'il y a lieu en amont de la signature du contrat commercial, de manière à ne pas vous retrouver au moment où le contrat est signé et la garantie à émettre avec un texte qui soit très engageant, voire qui vous pénalise finalement ou qui vous soit défavorable d'une manière générale. Voilà. L'idée, c'est quand même essayer de regarder ce qu'on peut négocier sur une garantie, même sur un modèle imposé. Ce n'est pas toujours évident, mais ce n'est pas foncièrement impossible.
on a ensuite les éléments possibles pour faire la mainlevée de la garantie. Dans la mesure du possible, on essaye systématiquement d'émettre des garanties qui ont une date calendaire en date de validité. C'est-à-dire qu'au-delà de cette date qui est prévue et du délai normal de mise en jeu que l'on va intégrer, la garantie va devenir nulle et non avenue de façon automatique. C'est quand même, dans la mesure du possible, vers ça qu'il faut tendre, parce que ça vous protège et puis que ça évite effectivement d'avoir des difficultés à obtenir la mainlevée, à obtenir le retour de l'original ou des garanties qui vont courir pendant des mois, voire des années, alors que le marché en lui-même est terminé. On a sur les modèles papier le retour de l'acte original et la mainlevée formelle, c'est le bénéficiaire qui va présenter, enfin qui va vous rendre l'original et vous faire un courrier qui dit qu'il autorise la mainlevée de la garantie. C'est important parce que si jamais un bénéficiaire vous retourne un acte original sans ce courrier, alors que même que la validité de la garantie n'est pas atteinte, ça peut arriver, hein, effectivement, on met une date de validité de la garantie un petit peu plus lointaine parce qu'on n'est pas complètement sûr de la fin des travaux. Finalement, le travail se finit, tout se passe bien et votre bénéficiaire vous restitue l'original. Il reste, je ne sais pas, 6 mois à courir sur la garantie, par exemple. Si vous n'avez pas ce courrier de mainlevée du bénéficiaire, on ne pourra pas effectuer la mainlevée de la garantie parce qu'en fait, la présentation de l'acte original n'est pas obligatoire pour faire une mise en jeu. Donc, ça veut dire que votre bénéficiaire, s'il a gardé une copie de l'acte original, il pourrait très bien mettre en jeu la garantie, même s'il vous a restitué l'original. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir à l'idée que si vous récupérez l'original, c'est bien d'avoir la mainlevée du bénéficiaire. C'est même, finalement, ce courrier-là qui est préférable au retour de l'original. L'autre possibilité pour faire une mainlevée, c'est la présentation des documents. Si on a une garantie qui prévoit que la mainlevée est effective sur présentation du rapport de réception définitive des travaux, à partir du moment où ce document est présenté, on peut faire la mainlevée de la garantie parce que le texte le prévoit. Décidément, je ne veux pas. Merci voilà. Beaucoup, Anna-Rita, pour cette présentation qui était également très, très claire et très complète. Nous allons donc regarder les questions qui sont posées par les participants. Si toutefois nous n'avons pas le temps de répondre à toutes, nous vous répondrons par la suite. Alors, première question que nous avons. Alors, que se passe-t-il si une prestation est partiellement réalisée par l'exportateur? La garantie sera-t-elle partiellement versée par la banque du client? Alors, je pense que c'est peut-être la garantie de restitution dans ce cas-là. Je vous laisse répondre, mesdames, à ce moment-là. Oui, on va essayer de répondre. Voilà, on va essayer de se compléter. Alors, peut-être qu'on parle là d'une garantie de bonne exécution. Il s'agit, on émet des garanties à première demande. Donc, nous, la banque va recevoir une demande de mise en jeu pour un montant avec le bénéficiaire qui atteste que l'entreprise n'a pas respecté ses engagements contractuels. Et rempli ses engagements. La banque doit payer à première demande le montant qui lui est réclamé si le bénéficiaire atteste qu'il n'a pas rempli ses obligations. Alors, pour la banque, il y a 2 possibilités pour suspendre le paiement de la mise en jeu d'une garantie. Il s'agit de l'appel abusif ou de la fraude. L'entreprise qui est mise en jeu doit à ce moment-là se référer au tribunal de commerce pour obtenir ce qu'on appelle une ordonnance en référé, qui est une procédure d'urgence et qui va permettre donc, que l'entreprise va vite amener à sa banque, qui va permettre à la banque de suspendre le paiement de la mise en jeu. En revanche, dans ce cas précis, je pense que tout va dépendre de ce qu'on a indiqué dans le texte de garantie. Si le texte de garantie est émis pour un montant X sans possibilité de règlement partiel, effectivement, la mise en jeu pour un montant inférieur
ne serait pas recevable. Si on émet une garantie pour 10 000 euros, si on reçoit une mise en jeu pour 8 500 ou pour 12 000, je pense qu'elle n'est pas recevable. Très bien, merci. Alors, une autre question. Comment s'assurer de la fin de validité de la garantie si pas de mal-levé? Que prévoit la clause de revoyure? Alors, bonne question. Bonne question. J'ai jamais vu de clause de revoyure. Qu'est-ce que vous appelez une clause de revoyure? Il faudra peut-être… Alors, par contre, si on n'a pas de mal-levé et qu'on a des garanties, il peut nous arriver d'avoir sur des marchés très anciens des garanties qui courent depuis très longtemps, alors même que les marchés sont finis, voire depuis 5, 6, 7 ans. De procéder de la façon suivante, c'est de mettre, on n'annule pas la garantie, on la met en stand-by et en fait, on écrit au bénéficiaire en lui disant que le marché, qu'on a été informé, et à la banque du bénéficiaire, en indiquant qu'on a été informé que le marché est terminé depuis X temps, que le client nous a fourni les documents, etc. Et que pour nous, on considère que cette garantie devient nulle et non avenue. Mais on lui laisse la possibilité de nous dire le contraire dans un délai déterminé. Donc, sans réponse de votre part, sous, etc., nous considérons que vous nous donnez votre accord pour faire la mal-levée. Ça reste relativement rare, mais c'est aussi une façon d'essayer, à un moment donné, de faire bouger les choses. Et on retrouve souvent le cas sur parfois des marchés publics où, effectivement, obtenir les mal-levées peut s'avérer compliqué. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de prendre encore une autre question. Alors, dans tous les cas, la question, dans tous les cas, faut-il privilégier la date calendaire, sauf dans des pays comme l'Inde où cela est très compliqué? Alors oui, si on en a la possibilité, bien sûr qu'il faut privilégier une garantie qui comporte une date calendaire. Il faut qu'elle soit acceptable, bien évidemment, par les deux parties. Donc nous, ce qu'on préconise aussi, on n'en a pas parlé dans la présentation, ce qu'on préconise aussi, c'est d'essayer de travailler les modèles de garantie en amont. C'est-à-dire que les banques sont là aussi pour établir des projets de garantie que vous pouvez soumettre aux bénéficiaires et sur la base de ce premier projet, il va y avoir un échange et des discussions qui vont peut-être proroger un peu la date de validité, mais qui pourra peut-être permettre de le faire. Donc n'hésitez pas à solliciter vos banques pour travailler en amont des projets de garantie. Ce qu'on peut aussi essayer de faire et de proposer en tout cas aux bénéficiaires quand ils refusent une date calendaire, c'est de mettre un double événement qui pourrait entraîner la mal-levée de la garantie. C'est d'une part une date calendaire qui soit un peu lointaine et d'autre part la présentation d'un document en disant que finalement c'est l'événement qui arrivera en premier qui permettra de faire la mal-levée. Donc c'est soit les travaux sont finis, par exemple si on dit que c'est la réception définitive qui va permettre la mal-levée de la garantie, si le rapport de réception définitive est émis et présenté avant la fin calendaire, finalement c'est lui qui mettra fin à la garantie. Ça peut se prévoir dans le texte. C'est aussi une solution finalement de satisfaire le bénéficiaire en lui disant ok, on met une validité qui soit nettement plus lointaine, mais tout en se gardant la possibilité d'avoir une mal-levée anticipée avec la présentation d'un document déterminé d'avance. Et donc dans la question, vous faites référence à un pays comme l'Inde. Effectivement, sur certains pays, on va être aussi face au fait d'avoir émis une contre-garantie. Donc nous, banque française, on a garanti une banque locale pour qu'elle-même émette la garantie en faveur de bénéficiaires. Donc dans certains cas, il va falloir que la banque française attende la main levée de la banque étrangère pour pouvoir elle-même maintenir sa garantie. Très bien, merci beaucoup. Alors, encore une autre question. L'exportateur peut-il être tenu pour responsable et donc la garantie actionnée par l'acheteur, même dans le cas où les retards ou malfaçons des travaux ne relèveraient pas de l'exportateur, mais de la désorganisation de l'acheteur dans son pays ou dans son entreprise?
Alors, encore une fois, on est sur des garanties à première demande. Quand une banque est appelée au paiement, elle doit payer. Donc là, on reboucle encore sur le fait qu'il va falloir prouver que dans ce cas-là, c'est un appel abusif. Le seul moyen pour vous de pouvoir empêcher le règlement, c'est d'aller au tribunal et d'avoir l'ordonnance en référé. Très bien. Alors, je regarde, nous avons encore une autre question. Si le client ne souhaite pas faire apparaître de date sur la garantie, comment cela se passe-t-il? Alors, du coup, évidemment, privilégier la date, mais comme disait Anna avant, ça peut être une date, mais ça peut être aussi un événement qui va permettre la mainlevée de la garantie. Donc, la présentation d'un autre document, par exemple, ou tel événement qui va pouvoir faire en sorte que la banque puisse faire la mainlevée. Et à ce moment-là, nous, banques, on va pouvoir se retourner vers le bénéficiaire en disant que, on sait que l'exécution est terminée et qu'on va effectuer la mainlevée et on attend sans réponse du bénéficiaire, on pourra faire la mainlevée de la garantie. Mais ça veut quand même dire que quand on est dans ce cas-là, au moment de l'émission de la garantie, et qu'au moment de la demande, de votre demande d'émission de la garantie, vous demandez à un établissement bancaire d'émettre une garantie pour une durée indéterminée. Parce que, de fait, on ne sait pas à quelle date cette garantie sera mainlevée. Donc, dans votre engagement, dans votre demande d'émission, vous devrez spécifier que vous demandez l'émission de cette garantie pour une durée indéterminée. Très bien. Alors, peut-être une dernière question, si j'arrive à... Je crois qu'on a fait à peu près le tour des différentes questions. Ce que nous allons faire, si vous avez des questions auxquelles donc, nous n'avons pas eu le temps, enfin ces dames n'ont pas eu le temps de répondre, à ce moment-là, vous nous ferez parvenir votre question et on vous fera passer effectivement la réponse par courriel. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc merci beaucoup pour ces présentations, mesdames. Je vais rappeler maintenant donc les